Vous êtes-vous déjà dit que votre entreprise allait peut-être dans une direction qui n'était pas la bonne? Si c'est le cas, que pourriez-vous faire? Je crois que l'exemple de mon invité aujourd'hui pourrait vous inspirer. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Aujourd'hui sur le podcast, je me réjouis d'avance d'accueillir Mathieu. Il est salarié d'une entreprise dans le BTP, ingénieur travaux. Et avec ses collègues, il a réussi à réorienter la stratégie de son entreprise pour qu'elle intègre le développement durable. Mais ce n'est pas seulement des mots. Les actions derrière sont très concrètes et touchent le cœur même des activités de l'entreprise pour la transformer. Oui, je parle du troisième pilier d'action écolo au boulot. Parce que quand on a agi à son niveau personnel, le premier palier, qu'on a agi avec des collègues et mis en place des éco-actions dans l'entreprise, deuxième palier, et bien ensuite, on engage l'entreprise pour améliorer l'impact de son activité. C'est ce que Mathieu a fait. Quand son entreprise a sorti ce qu'ils ont appelé un projet d'entreprise, il s'est aperçu que l'environnement n'y figurait pas. Il connaissait ses collègues, il savait que certains seraient d'accord avec lui sur le fait qu'il fallait intégrer le développement durable dans ce projet d'entreprise, et il va nous raconter tout de suite comment il a fait. C'est parti! Bonjour Mathieu, merci de participer à Écolo au boulot. Bonjour. Alors je suis très contente de parler de ce qui s'est passé dans ton entreprise dans le podcast parce que c'est un exemple très inspirant et à plusieurs titres. Tu nous montres que dans une grande entreprise, on peut pousser pour intégrer le développement durable et qu'on peut le faire sans être PDG ou responsable RSE. Donc j'ai hâte qu'on en parle. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours ? Alors, je m'appelle donc Mathieu, j'ai 28 ans, je travaille dans une entreprise générale de construction, c'est-à-dire qu'on réalise des projets pour des maîtrises d'œuvre. J'ai une formation d'ingénieur, je suis sorti d'école maintenant il y a 5 ans. Voilà, et donc j'ai toujours travaillé en tant qu'ingénieur travaux dans une entreprise générale de construction. Ok, super. Moi, je t'ai invité sur le podcast pour parler de la démarche que tu as mis en place dans ton entreprise. En gros, votre entreprise vous a proposé un projet d'entreprise qui, selon toi, n'allait pas dans le bon sens parce qu'il manquait un élément important qui était la prise en compte des problèmes environnementaux. Et donc, tu as décidé qu'il fallait en proposer quelque chose dans ce sens-là. Donc, tu t'es réuni avec quelques collègues. Et vas-y, raconte-nous comment, ce qui s'est passé exactement dans ta tête en ton moment où voilà, ce projet Ouais, sort et tu t'es dit il manque quelque chose. alors déjà, comment on en vient à ça? Enfin, je pense qu'il y a quand même un peu besoin de prédisposition. Typiquement, écouter des podcasts, ça aide. Moi, dans mon cas, j'avais fait une année sabbatique en partant à Madagascar en volontariat, et c'est vrai que j'en suis revenu en ayant cette volonté quand même de dire, ok, tu reviens travailler dans le monde de l'entreprise, tu sais que le monde de la construction est polluant, etc. Mais tu fais ce choix de bosser de l'intérieur et de voir ce que tu peux y faire. Et en fait, du coup, j'attendais un petit peu, j'ai un peu eu cette opportunité qui était que, effectivement, il y avait un projet d'entreprise qui était redéfini dans mon entreprise et qui parlait pas d'environnement. Donc, tout début 2019, à un moment où, voilà, Greta Thunberg, on entendait à tout bout de champ et c'est vrai que du coup, ça sonnait assez faux par rapport à l'actualité. Je pense que si ça s'était passé 5 ans auparavant, il y aurait peut-être pas eu d'engouement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que face à ça, en discutant autour de moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient qui avaient besoin de cohérence dans leur travail, qui se rendaient compte que qu'il y avait des convictions personnelles et puis dans leur métier au jour le jour, ils coulaient du béton, ils savaient que c'était extrêmement émetteur en gaz à effet de serre et donc ils avaient du mal à voir justement cette cohérence et alors qu'en plus de ça finalement le projet entreprise n'intégrait pas cette volonté de mettre ça comme un défi pour nous rassembler, c'est vrai que tout de suite, ça a bloqué pas mal de gens. Tu discutais déjà avec tes collègues d'environnement, de développement durable et tu t'es rendu compte que vous aviez ces valeurs en commun. Enfin, comment... Parce que Oui, des fois, quand on va au travail, tu t'es pas au courant forcément de ce que les autres pensent.
Ouais, typiquement en revenant justement de ce volontariat, c'est comme c'était important pour moi. De toute façon, c'est vrai que je l'avais fait un peu savoir, quoi. J'avais fait un peu autour de moi pour essayer de repérer justement des personnes avec qui je pouvais en discuter, et puis on pouvait essayer de justement réfléchir à ce qui pouvait être fait. Donc c'est vrai que dès le départ, quand il y a eu cette opportunité entre guillemets, j'avais déjà identifié quelques personnes, et puis très vite en fait, ça, en bouche à oreille, on a réussi à rassembler 40 personnes qui étaient prêtes en tout cas à s'engager et à essayer de mener quelque chose. Et donc, au final, vous avez été combien quand il y a eu ce projet d'entreprise à sortir? Enfin, comment tu les as mobilisés concrètement et vous avez été combien à vous mobiliser pour essayer de proposer une alternative? Donc concrètement, ouais, comme on n'avait pas, en fait, au tout début, on n'avait aucune légitimité à faire ça. Enfin, moi, je suis ingénieur de travaux, j'ai pas de poste de management, donc j'avais pas de légitimité à organiser quoi que ce soit et puis à remettre en question quoi que ce soit. Et donc j'avais, au départ, juste, je suis allé voir mon patron de projet pour lui en parler, puis pour lui dire voilà ce que je ressentais. Et puis j'ai reçu une forme d'autorisation informelle de la part de la direction pour nous réunir entre ces personnes, donc ces 30-40 personnes qui s'étaient un peu identifiées. Du coup, on a organisé quatre séances de brainstorming qui avaient pour objectif de, euh, de regarder, enfin de faire des constats de choses qui n'allaient pas, qui avaient besoin d'être améliorées, et puis à chaque fois d'essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'on pourrait apporter comme solution, et en quoi notre entreprise en fait avait une part de responsabilité, donc en quoi il fallait qu'on agisse et quels étaient nos leviers d'action en tant qu'entreprise générale de bâtiment, quoi. Et justement, quand tu te lances dans ces réunions, dans ces brainstorming avec tes collègues, comment tu commences, par quel bout tu le prends? Parce qu'en soi, c'est un sujet très très large. Quand tu te dis, on va regarder ce que notre entreprise peut faire pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre, tu peux travailler sur plein de choses. Enfin, je veux dire, comment tu as structuré ces ateliers pour que ce soit efficace? Parce qu'en plus, j'imagine qu'il y avait des durées qui étaient, enfin, si c'était entre midi et deux ou des choses comme ça, t'as pas trop le temps. Ouais, c'est ça. C'était des trucs le soir où forcément, surtout, alors du coup, je drainais autour de moi des gens qui travaillent sur chantier, enfin la plupart des gens travaillant sur chantier qui ont déjà des horaires un peu compliqués. Et donc c'est vrai que c'était pas simple, mais on faisait ça le soir, hors des horaires de boulot. Euh, et après, c'est vrai que pour organiser des brainstorming, bon, c'est un peu un métier à part entière. C'est vrai que sur le moment, j'étais pas forcément légitime pour faire ça, mais j'avais de la chance de connaître une personne qui s'était lancée dans du conseil en transition écologique, enfin dans de l'accompagnement justement d'entreprise pour avoir une démarche écologique, et qui du coup m'avait donné quelques conseils pour essayer de brainstormer de façon efficace par petits groupes, et puis pour de bien définir des thématiques à l'avance, et puis de réussir à organiser nos idées. Et ce qui fait que, in fine, on a quand même réussi à faire cette liste de propositions assez claire, avec une priorisation aussi, parce qu'il y avait, ça allait la proposition de mettre des poules sur chantier, à proposer des variantes bas carbone à nos clients, ce qui, voilà, les deux choses sont importantes à des niveaux très différents. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ce dont on se rendait compte aussi dans ce brainstorming, c'est qu'il y a, en termes d'impact, on avait des propositions qui étaient à très fort impact carbone, et qui surtout vis-à-vis de patrons étaient vachement importantes à porter pour leur faire prendre conscience qu'en fait on avait un vrai rôle à jouer pour une baisse globale des émissions carbone en France et puis dans le monde en général. Même si là pour l'entreprise pour laquelle je travaille, on est focalisé sur une région, donc c'est à peu près 1000 personnes sur une région, donc ça reste entre guillemets à échelle humaine, ça reste quand même déjà un gros morceau. Mais par rapport à des gros groupes qui pourraient être des centaines de milliers de personnes, c'est vrai que c'était important en tout cas de recadrer l'impact à des dirigeants qui ont un moyen d'agir de manière locale quand même. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on peut toujours réduire sa démarche, soit son service, soit une ligne de produit, soit une filiale pour rester dans une échelle qui est gérable et qui a du sens aussi pour les personnes qui travaillent autour. C'est ça, exactement. Mais donc voilà, après c'est l'enjeu de tout ça, ça a été de réussir à transformer du coup cette motivation et puis cette énergie qu'on avait retrouvée tout autour de nous euh, en
en allant voir du coup notre direction et puis leur présentant ce qu'on avait fait. Ce qui était aussi important, c'est que bon, je pense qu'on peut tenter dans ce genre de situation à se dire que voilà, le système dans lequel on est pas le bon, que il vaudrait mieux qu'il se casse la gueule pour que demain on crée quelque chose de nouveau, etc. Mais c'est vrai qu'en ayant fait le choix d'aller travailler dans les entreprises, on en accepte d'une certaine manière les règles du jeu. Et voilà, en ayant signé un contrat pour une boîte, j'ai le choix si je veux de partir. Mais si je travaille dedans, je peux pas, en tout cas, arriver en disant que tout est de la merde, tout ce qu'on fait c'est nul, et qu'il faut, il faut repartir de zéro, quoi. Et donc en faisant ce choix-là, ça veut dire aussi que, en fait, dans mon approche vis-à-vis d'une direction, j'avais besoin de trouver des mots, d'être force de proposition, d'être positif, d'être constructif, parce que sinon, en fait, j'avais pas ma place, et puis en fait, tout simplement, ça aurait servi à rien. Et donc c'est ça qu'on a essayé de faire, c'était vraiment d'avoir des propositions qui permettaient en fait d'avoir une porte de sortie par le haut pour nos dirigeants qui ok effectivement il y a eu un moment où on est parti sur un projet d'entreprise où il manquait peut-être cette partie-là, mais du coup on a permis d'agréger de ramener cette partie-là de manière positive et constructive, qui montrait d'ailleurs que ma direction en fait faisait confiance aussi à ses employés pour leur donner de la voix, leur donner de l'autonomie. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, puisque quand je suis allé les voir, il y a eu, ça a été très bien reçu. Et, euh, et ça nous a effectivement conforté dans l'idée on avait des choses à faire et qu'on avait une légitimité à faire des propositions. Ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que quand on est allé leur proposer ces propositions, en fait, ce dont on se rend compte en fait, et c'est ce dont il faut être convaincu, je pense que quand on veut avoir ce genre de démarche, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont un peu désemparés face à cet enjeu climatique, l'enjeu environnemental, la biodiversité, etc. C'est quand même des enjeux qui nous dépassent beaucoup, qui sont à très grande échelle, sur des très grandes durées. Et on a beau entendre en fait, voilà, le réchauffement climatique, on a beau entendre disparition de la biodiversité, etc. Mais c'est savoir comment le transformer, c'est pas forcément simple. Et donc même en fait, enfin voilà, et même des dirigeants qui pourtant ont la tête très bien faite, etc. Mais ils ont pas forcément les clés pour savoir appréhender le truc, parce qu'on les a pas forcément formés à ça. Ils ont pas vécu dans un monde qui leur a appris en fait à se poser ces questions-là. Et donc en fait, on a tout intérêt. Enfin, tout le monde est gagnant en fait dans l'affaire. C'est que nous, en nous posant ces questions-là et en prenant en charge en fait cette réflexion, en fait, on accompagne aussi des dirigeants qui eux-mêmes on leur demande de plus en plus en fait de s'impliquer dans la transition écologique et sans forcément leur donner des moyens. Donc en fait, faut se dire que je pense que la plupart des dirigeants aujourd'hui vont bien prendre ce genre de propositions. Il faut vraiment se faire confiance pour aller les voir. Voilà. Et donc chez toi, ça a été bien reçu au Oui. moment où tu as eu cet accord un peu informel de faire ces groupes de travail le soir, en plus en dehors des horaires de boulot. Ouais. Et donc après, à l'issue de ces réunions de travail, donc vous êtes retourné voir la direction avec des Ouais. propositions. Mhm. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous aviez plein d'idées que vous avez plus ou moins priorisées en fonction de leur impact. Et donc, comment vous avez présenté ça à la direction? Ça prenait quelle forme? Donc effectivement, oui, on a eu la première forme que ça a pris, c'était une liste effectivement de propositions, d'actions à mener, qu'on avait organisé un peu en termes euh, de catégories d'impact qu'il y a dans notre secteur, donc qui sont pour ceux que ça intéresse, dans la construction globalement, c'est nos émissions carbone, puisque on est un grand consommateur de matériaux, donc on a à la fois l'énergie qui est utilisée pour les produire, et puis un sujet aussi matériaux, déchets en général, avec du coup un épuisement d'un certain nombre de ressources qu'on utilise. Et donc bon, il y avait ces sujets-là, et puis il y avait des sujets après un peu plus généraux qui étaient des sujets de sensibilisation, avec un constat qui était fait de nos collaborateurs qui
la plupart étaient un peu soit non informés, soit un peu désœuvrés parce qu'il leur manquait justement ces clés pour analyser les situations qu'ils rencontraient. Et avec un constat aussi qu'il n'y avait pas de formation en fait au sein de l'entreprise concernant l'environnement, alors que sur d'autres sujets tels que par exemple la sécurité, c'est des sujets, on a des sujets de sensibilisation qu'on a pris vraiment à cœur depuis 20-30 ans. Et aujourd'hui, bah voilà, on a un socle sécurité. Tout le monde fait 5 jours de formation sécurité parce que c'est un vrai enjeu. On a eu des morts sur nos chantiers et qu'on en a malheureusement encore, mais que du coup, on a réussi à vraiment améliorer en tout cas cette approche de la sécurité. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est que bah, l'enjeu qu'on a dans notre secteur, c'est de réussir à faire la même chose avec l'environnement, avec une intégration de l'ensemble des personnes, pour que tout le monde soit acteur en fait d'un changement et pas que ce soit uniquement la responsabilité de personnes dont c'est le métier, qui soient des gens de la RSE, donc qui font déjà une bonne partie du boulot, mais qui souvent en fait quand on parle avec eux, on se rend compte qu'il leur manque pas mal de, il leur manque bah oui pas mal de soutien en fait dans les actions qu'ils cherchent à mener. Et donc voilà, moi, je suis assez convaincu à tous les niveaux, que ce soit un compagnon sur chantier, un ouvrier sur chantier, ou que ce soit un directeur de projet, en fait, chacun a besoin d'être sensibilisé, a besoin de prendre conscience de ce qu'il est capable de faire. Et c'est que comme ça qu'en fait, on réussira une transformation d'entreprise, quoi. Ok. Donc en fait, tu t'es un peu basé sur quelque chose qui existait déjà. Tu t'es dit tout le monde est formé à la sécurité, tout le monde est acteur de la Un peu, ouais, sécurité. voilà. Donc ben, faisons la même chose sur l'environnement parce que c'est un autre énorme enjeu Ouais. auquel il faut qu'on fasse face. Ouais, c'est ça, et puis ça parle tout de suite, c'est ça qui est pratique en fait dans notre milieu, c'est que vraiment il y a beaucoup de gens qui ont vu cette évolution de la sécurité, et puis il y a beaucoup de gens qui voient ce que ça veut dire de faire attention au jour le jour à la sécurité, et donc de dire bah, comment ça se fait qu'on ne le fait pas pour l'environnement, tout de suite c'est plus facile aussi à comprendre qu'en fait on n'est peut-être pas au niveau de l'enjeu, et pourtant en fait quand on parle finalement des enjeux environnementaux, euh, voilà, on a régulièrement effectivement des personnes qui ont des accidents graves sur nos chantiers. Bah, l'accident grave d'un réchauffement climatique, c'est un accident très grave à très grande échelle. Et donc, en fait, voilà, c'est moins sensible, c'est moins dans l'instant, mais ça n'empêche que l'enjeu, il est assez similaire finalement. Ouais, en tout cas, à moyen long terme, on va vite C'est le voir ça, exactement. arriver. Et c'est vrai que c'est un point dont tu n'as pas parlé, et pourtant, quand on dit les entreprises, elles doivent s'engager, etc., souvent il y a la question de ah, mais ça va coûter cher, ou il va falloir dégager du budget, on n'en a pas, etc. Est-ce que Mhm. pour toi, ça a été un frein à un moment, ou est-ce que c'est une opposition qu'on t'a fait? Alors, jusque maintenant, pas trop, mais en même temps, j'ai pas eu. Jusque maintenant, j'ai jamais eu ce frein-là. Après, j'ai pas été forcément demandé de rajouter 10 personnes qui s'occupent de projets, enfin qui s'occupent d'environnement dans l'entreprise. Donc, j'ai peut-être pas été assez ambitieux là-dessus. Après, c'est vrai que c'est toujours un équilibre que tu essaies de trouver où tu sais que ta demande, en fait, elle va être recevable. Et donc, peut-être qu'aussi il y a un frein, malheureusement même à notre niveau, où on va pas forcément poser des questions qui sont extrêmement chères, enfin faire des demandes extrêmement chères. Mais par exemple, pour donner un autre exemple sur le sujet de la sensibilisation, donc on a monté là au cours de l'année dernière du coup une formation un peu de base qui s'axerait autour de la fresque du climat pour ceux qui connaissent. Et donc cette formation-là, bah voilà, aujourd'hui on a fait intervenir déjà plusieurs fois une personne pour nous accompagner. Aujourd'hui, j'ai toujours pu faire appel à cette personne et puis payer les devis qu'elle est derrière parce que en fait, voilà, ça reste des petites actions, hein, et donc c'était en tout cas toujours acceptable du point de vue de ma direction. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est pas à un niveau où on est prêt à refuser, par exemple, un projet parce qu'il n'est pas assez écolo. Moi, c'est vrai que c'est un vrai. Je pense que c'est un vrai sujet. L'enjeu, j'espère que l'enjeu pourra devenir ça, c'est qu'on soit capable de dire que bah, tel projet qui prend un bâtiment, le détruit complètement et le reconstruit avec des matériaux extrêmement polluants, bah, ce projet-là, on le veut pas en fait, on l'accepte pas. C'est compliqué, c'est compliqué de faire passer ça. Euh, Peut-être la moindre des choses serait Toujours la question économique, hein, dans une entreprise, on ne peut pas non plus. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que c'est pas, enfin les règles du jeu sont pas comme ça aujourd'hui. Disons que
moi, les moyens un peu j'ai pas envie de dire de pression, mais plutôt pour convaincre, en fait. Mes moyens pour convaincre des dirigeants à évoluer, il y en a plusieurs. Le premier, c'est alors le premier, je dirais que c'est déjà que les normes évoluent et que demain, il y aura de plus en plus de normes et de choses qui vont nous obliger à être bons environnementalement. Donc ça, c'est une première chose. C'est une obligation. Et il se trouve que du coup, les grands groupes sont plutôt bons là-dedans. Donc en fait, c'est quelque chose qui est facile à faire passer. Et c'est quelque chose qui, sans moi, pour le coup, le grand groupe s'adapterait à la norme parce que c'est facilement c'est sa capacité, c'est sa force. Donc ça, pour le coup, j'ai pas vraiment un rôle à jouer. Euh, une autre chose qui convainc beaucoup, c'est de se dire que demain, les clients auxquels va répondre l'entreprise, ces clients-là seront de plus en plus demandeurs et c'est quelque chose qui s'observe déjà aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est que demain, ce dont je suis convaincu et je pense que des dirigeants s'en rendent compte de plus en plus, c'est que demain, une entreprise qui aura un avantage compétitif pour répondre à être force de proposition sur des variantes bas carbone, on pense que demain, ce sera un vrai plus et que ce sera un avantage concurrentiel. Donc ça, tout de suite, c'est vrai que c'est forcément des arguments qui parlent. Et puis après, il y a d'autres plus petits arguments, mais qui sont quand même importants. C'est de se dire que j'ai pas mal utilisé dans les discussions le manifeste pour un réveil écologique qui avait été signé par je crois, il me semble, il y avait 30 000 étudiants qui avaient signé ça, de grandes écoles. Et donc ça, c'est les ressources de l'entreprise de demain. Et sans ces ressources-là, une entreprise et surtout les grands groupes peuvent pas faire grand-chose. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau des ressources humaines des grands groupes, il y a cette prise en compte-là, d'essayer de donner du sens et de mettre en cohérence un petit peu quand même les actions de l'entreprise par rapport et son impact social et environnemental, mais pas que sur une communication extérieure, mais aussi dans une communication intérieure pour motiver en fait les collaborateurs. Et moi, typiquement, c'est là-dessus que je me suis reposé et je pense qu'ils l'ont ressenti. Ils ont pu ressentir en tout cas que il y avait aujourd'hui des gens qui peut-être ils n'allaient pas rester indéfiniment si ils sentaient qu'en fait ils avaient pas de moyens d'agir. Et donc tout de suite, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous donne aussi les mains libres, c'est qu'il y a cette prise en compte que c'est important aujourd'hui de donner du sens dans notre travail. Et donc aujourd'hui, c'est pris en compte au niveau des RH. Voilà. Oui, complètement. T'en parlais tout à l'heure tu avais identifié déjà des gens dans ton entreprise qui avaient ces mêmes valeurs que toi et ce même besoin de donner du sens. Et juste pour préciser, le manifeste pour un réveil écologique, c'est des étudiants qui disent je n'irai pas travailler dans une entreprise qui est polluante ou qui n'agit pas pour l'environnement. Et donc ça donne un message très fort aux entreprises qui est de dire nous, étudiants, les futures ressources humaines de votre entreprise, et puis c'était pas n'importe quelles écoles, c'était plutôt des écoles prestigieuses qui ont signé cet appel-là, en partie en tout cas, ça disait, voilà, typiquement les meilleures, les personnes les mieux formées ne travailleront pas pour des entreprises qui ne s'engagent pas. Et au-delà, comme tu le dis, même si on est dans cette entreprise, peut-être qu'on va partir parce que on n'est plus raccord avec les valeurs et les façons de faire de son entreprise. Et il y a deux choix dans ce cas-là. C'est toi, ce que tu fais, d'essayer de changer les choses de l'intérieur. Il y en a qui décident de partir. Ça, il y a tout un débat autour de ça. Mais ils ont raison aussi. Non, mais moi, je sais pas s'il y a besoin de débattre parce qu'en fait, les deux sont hyper importants et les deux sont complémentaires. Moi, s'il n'y a pas des gens qui mettent à exécution la menace, entre guillemets, il y a un moment où la personne ne va pas comprendre en face, donc c'est hyper important. Et à l'inverse, je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait des gens qui restent dans les entreprises pour justement les faire évoluer. Donc, les deux sont hyper importants. Ce qui est sûr, en fait, c'est que cette atmosphère sociale, voilà, ce changement, je pense, de mentalité qui est en train de s'opérer dans la société fait que aujourd'hui, on a une vraie porte d'entrée pour mettre en place ces choses-là, pour s'adresser à une direction. Et aujourd'hui, c'est impossible qu'une direction vous envoie bouler en disant mais non, allez, arrête le hippie. C'était possible, je pense, il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, c'est plus possible parce que n'importe quel dirigeant a lui-même un patron qui lui dit que c'est vachement important. Il a de la communication qui lui dit que c'est important. Il a des RH qui lui disent que c'est important. Et puis, si en plus vous arrivez en disant bah oui, mais même en plus mes collaborateurs qui sont autour de moi, ils pensent que c'est important. Enfin,
c'est difficilement rejetable. Donc aujourd'hui, il y a une vraie possibilité d'être ambitieux. Après, voilà, en jouant effectivement la règle du jeu de l'entreprise, qui est que forcément, elle a des contraintes économiques et que il faut, en restant dedans, il y a énormément de compromis effectivement à faire, chose que je comprends qu'un certain nombre de personnes ne soient pas prêtes à faire. Bon, et du coup, pour revenir à ce que vous avez mis en place suite à vos réunions et à la présentation de vos actions en direction, donc tu as parlé de la formation plutôt à l'environnement qui est amenée à grandir et pour que tout le monde ait ce socle de connaissances en commun. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. actions qui ont été mises en place tout de suite ou qui vont l'être? Alors, il y a eu pas mal de réflexions qui a été menées du coup sur les sujets de variantes bas carbone, dans un objectif en fait de mettre en lien, parce que moi concrètement mon travail c'est pas de faire des études de projet et de proposer des variantes bas carbone, donc j'ai pas le temps en fait et puis la plupart des personnes du groupe n'auraient pas le temps en fait de développer ces outils. Mais l'idée quand même de ce qu'on appelle un collectif et qui s'est créé ainsi dans pas mal d'autres entreprises, c'est de mettre en commun en fait des personnes qui sont sensibles à ces sujets-là, et puis du coup de leur permettre de se parler pour être ambitieux et avoir des ambitions communes dans différents services et à différents niveaux. Et donc, par exemple, nous, il y a eu toute une réflexion de variante bas carbone qui a été menée entre des services achats de matériaux, des services qui faisaient de l'étude de projet, une personne qui développe un logiciel aujourd'hui qui permet de suivre toutes nos offres, etc. Et qui, du coup, dans lequel on veut essayer d'intégrer des données environnementales qui permettent, du coup, de faire son choix sur différentes offres, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Voilà, c'est un peu des pistes. Concrètement, c'est sûr que tant que c'est pas votre métier, vous aurez toujours du mal c'est pas vous qui pourrez faire, mais ce qui est important, je pense, dans l'idée d'un collectif comme ça, déjà, c'est de mettre en lien des personnes pour que quand elles aient besoin d'une information, elles aient besoin d'un soutien sur telle action, elles puissent tout de suite se mettre en commun. Et puis, c'est de donner quand même cette dynamique un peu d'entreprise qui assume et qui donne sa place justement à la transition écologique de façon beaucoup plus affirmée que juste par un service de communication qui forcément, je pense que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, s'il est pas approprié, en fait, voilà, on tombe vite dans du greenwashing qui est peu compris, qui est peu concret, qui est peu suivi. Et donc l'intérêt, c'est justement de mettre en lien avec des actes concrets au sein de l'entreprise, une volonté de communication. Et puis moi, ça n'empêche pas, justement, je suis beaucoup en lien avec notre directrice communication qui aussi fait un peu ressortir un certain nombre de choses qu'on essaie de mettre en place. Et donc là, on se sert mutuellement, hein, et voilà, on y trouve tous notre compte finalement dans cette approche-là, quoi. Ouais. Puis ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que finalement, c'est les métiers, enfin les gens qui font les métiers concernés eux-mêmes qui s'impliquent là-dessus. Donc non seulement, voilà, ils sont contents parce que leur entreprise, elle commence à s'engager, mais en plus eux-mêmes, ça a un effet dans leur métier. Puis je me dis aussi que pour la direction, quand vous allez les voir en disant on va travailler nous en tant que collectif sur ce sujet-là, et voilà, on vous demande pas de recruter des gens en plus pour le faire, on va s'en occuper nous experts de ces sujets, enfin experts chacun de notre métier. Enfin, c'est difficile sûrement à refuser. Forcément, alors faut quand même être vigilant parce que là, moi, je vois justement ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a initié cette démarche-là. Je vois quand même les limites de notre démarche, qui est que les gens, on a quand même des emplois du temps déjà très chargés, et donc la mise en place des actions, elle est complexe. Elle est complexe pour des gens qui travaillent sur chantier, elle est complexe. Puis je pense que ce serait le propre de n'importe quelle entreprise, tant que c'est pas ton cœur de métier, tu auras du mal à mettre en place l'action. Tu peux faire du brainstorming, tu peux participer à la réflexion, tu peux mettre en lien, tu peux donner ton avis, etc. Mais c'est compliqué de mettre l'action. Donc l'enjeu derrière, et ça c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est force de ces propositions et de montrer aussi qu'il y a du soutien dans l'entreprise. Après, c'est de faire porter ces actions-là par les personnes dont c'est le métier justement et qui sont
des ingénieurs en développement durable, des gens qui vont étudier en phase de conception et de développement de projets des alternatives carbone, mais eux, c'est déjà leur métier. En fait, on leur donne une légitimité, on leur donne de l'importance dans l'entreprise. Le but, c'est justement que ces gens-là, ils soient particulièrement écoutés, que si justement ils ont des problématiques où ils sont pas assez, qu'on considère que vu les enjeux auxquels on fait face, en fait, ils sont pas assez nombreux, bah, du coup, le fait qu'il y ait ce collectif derrière, moi, ça me permet aussi d'aller parler avec notre direction et puis d'évoquer ces sujets-là pour un peu appuyer et pas considérer justement que bon voilà, on a des services environnement, bon c'est tendance en ce moment, c'est des choses qu'on peut entendre de temps en temps malheureusement, mais on a le but c'est justement qu'on tombe pas là-dedans, on considère pas que c'est soit juste un service support qui soit là pour faire plaisir à une société qui en demande un petit peu, mais globalement pour un sujet de communication. C'est surtout l'enjeu, c'est de dire mais non, non, en fait, on prend vraiment le sujet à cœur, on vous donne de l'importance et si besoin, on va voir la direction en leur disant qu'on pense que là-dessus, il y a peut-être besoin d'appuyer un peu et de remettre des sources complémentaires. Ouais. Dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a ce sujet d'organisation du travail, en fait, où aujourd'hui on pouvait fonctionner peut-être un petit peu en silo, chacun son métier, chacun son projet. Et aujourd'hui, en fait, le fait que finalement les métiers qui sont loin de l'environnement de la RSE, qui se positionnent en tant que soutien et caisse de résonance des services RSE environnement, en fait, ça permet que eux-mêmes aillent plus loin dans leur démarche. Est-ce que globalement, depuis que vous avez monté le collectif, tu sens qu'il y a eu des changements dans l'organisation de votre entreprise ou dans vos façons de travailler ? Pas fondamentalement. Non, pas fondamentalement. Après, pour la défense de tout ça, on a commencé à se plonger vraiment là-dedans il y a à peu près 1 an, et la dernière année était un peu compliquée pour beaucoup de gens. L'année 2020 n'était pas forcément simple, on s'est recentré un peu sur d'autres choses. On a tous connu de nouvelles formes de travail. Voilà. Donc non, mais c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur moment, mais bon, il n'y a pas de, c'est un truc qu'on a essayé de garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour initier une transition écologique. Il y a toujours des mauvais moments, donc il faut ça voulait pas dire qu'il fallait pas faire, mais c'est sûr que ça a pas facilité la chose. Non, moi je vois pas de changement radical de fonctionnement. Mais en même temps, voilà, je suis pas directeur d'entreprise et c'est pas moi je peux pas le faire. J'ai pas ce pouvoir-là. Moi, j'ai le pouvoir on a juste un pouvoir de proposition, de soutien et voilà, et de montrer, d'essayer de montrer que on peut faire des choses, etc. Mais c'est vrai que concrètement, dans une organisation globale, c'est pas moi qui ai ce pouvoir-là. Oui, mais ça aurait pu créer des changements. C'est pour ça que je posais la question. Pour toi, ce serait quoi la suite de votre démarche ? Comment tu imagines l'évolution du collectif, et est-ce que même vous vous êtes fixé plus ou moins des objectifs que vous voudriez atteindre ? Donc on s'était fixé un peu effectivement des objectifs par rapport aux différentes catégories là de sujets qu'on avait identifiés. Les deux gros enjeux, c'est ceux dont j'ai discuté précédemment. Donc c'est la sensibilisation avec un objectif d'avoir ce socle commun pour tous, du coup de former l'ensemble des personnes de l'entreprise et de le rendre systématique pour la suite, pour les suivantes. Donc ça, c'est une grosse chose. Et puis sur les variantes bas carbone, moi, ce que j'aimerais en fait, c'est que sur l'année 2021, on soit capable de mesurer les différents projets qu'on a sortis, enfin de mesurer en fait, parce que nous, le rôle qu'on a dans notre entreprise, c'est on a des gens qui ont déjà fait une conception, et puis nous on arrive en dernier maillon de la chaîne, et puis on va faire les derniers ajustements qui permettent avant de signer un marché. Et donc dans ces derniers ajustements, on a une forme de capacité de faire des propositions de variantes bas carbone. Donc l'objectif serait de mesurer le avant-après et de se donner un objectif en pourcent je sais pas, diminuer de 20-30% par des propositions de matériaux
alternatifs. Donc, je sais pas, on prend une moquette qui a été préconisée par des architectes et puis on vient les voir en leur disant, bah, tu vois telle moquette, en fait, c'est une maquette qui est faite de matériaux recyclés, totalement recyclables, qui a une empreinte carbone qui est 3 fois inférieure à celle que tu as proposée. Et donc, bah voilà, est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que ça coûte de l'argent ou pas? Et puis on fait ces propositions-là pour essayer de diminuer et d'avoir nous un impact. Évidemment, il faut que toute la chaîne soit impliquée. Il faut que à l'origine, il y ait un client qui soit moteur là-dedans, qui soit prêt à mettre un peu d'argent là-dedans. Il faut qu'il y ait toute une conception qui soit faite dans cet état d'esprit-là. Et puis il faut que derrière, après la partie chantier, ça suive. Donc c'est évidemment tout le monde doit être impliqué, mais c'est vrai qu'on a forcément, bah, du coup, il faut commencer par là où on est. Et donc nous, on a ce rôle-là qu'on pourrait jouer. On a un autre rôle aussi qui peut se jouer, c'est vis-à-vis de nos fournisseurs. C'est qu'en tant que grand groupe de BTP, en fait, on a cette capacité à pousser des fournisseurs qui sont parfois de taille beaucoup plus inférieure à nous fournir des documents, à faire les études d'analyse de cycle de vie, des fiches de déclaration environnementale, etc., qui permettent bah, pour plus tard en fait d'avoir ces ressources et puis d'être capable ensuite de choisir un fournisseur plutôt qu'un autre. Mais donc ça, voilà, ça c'est aussi une importance, c'est de réussir à mettre une forme de pression sur nos fournisseurs pour qu'on ait les informations et pour qu'ensuite les choix ils soient faits de façon éclairée, quoi. Qui est toujours au cœur enfin, voilà, de vos métiers, Ouais. et c'est ça qui est vraiment intéressant, et probablement qui a le plus d'impact, d'aller taper directement Ouais. là-dedans. C'est ça. Est-ce que tu vois un sujet important dont on n'aurait pas parlé par rapport au collectif et à votre travail? Non, je pense que c'est déjà. Enfin, moi, j'ai envie de. Il y a une démarche qui est en train de se mettre en place en ce moment entre différents collectifs où on a pu partager justement sur nos différentes expériences. Il faut se dire que, enfin voilà, mon expérience c'est une expérience parmi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses beaucoup de collectifs qui se sont montés dans des petites entreprises, des grands groupes, dans des cabinets de conseil, dans beaucoup de choses. Et donc, faut pas hésiter à s'en inspirer, pas hésiter à en contacter aussi pour se donner de la motivation, se dire que on n'est pas, il y a aujourd'hui en tout cas c'est le bon moment pour faire ce genre de choses. Et puis ça peut se faire à plein de niveaux, ça peut se faire à un niveau local avec l'équipe qu'on a autour de nous. Et puis si on s'en sent la capacité aussi, je pense que ça dépend des personnes. Essayer d'aller voir aussi une direction et puis de regrouper aussi une force autour de nous et puis pour ensuite aller voir des directions, c'est tout aussi possible et je pense que c'est aussi le bon moment. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut pas. Enfin, ce qui est vachement important, moi, il y a eu plusieurs fois où j'ai pu discuter avec des étudiants qui sont un peu perdus dans tout ça, qui savent pas où aller bosser, mais je pense que même en tant que jeune pro, on est un peu perdu dans tout ça. Moi, j'ai un peu le sentiment que ça se il faut aller à un endroit déjà qu'on aime, il faut aller faire un métier qu'on aime, avant même de se dire qu'est-ce qu'on fait, quel sens ça va avoir. Alors peut-être que bon, si c'est pour aller bosser pour extraire du pétrole, peut-être qu'aujourd'hui c'est incompatible et qu'il faut se reposer la question. Mais typiquement, je trouve que la construction, bah voilà, aujourd'hui c'est extrêmement polluant, mais on aura toujours besoin de construire des maisons et construire des bureaux dans notre enfin l'homme on aura toujours besoin et donc il y a un vrai enjeu de faire cette transformation là et ben en tout cas voilà, je pense que c'est important d'aller à des endroits où on se sent compétent qu'on aime, c'est des environnements qu'on aime, parce que c'est comme ça qu'en fait après on trouve la motivation pour aller amener une transformation. Moi c'est parce que j'aime ce métier, j'aime ce monde-là, qu'en fait j'ai envie de le transformer. Et ça je pense que c'est vachement important, plus que se dire je veux faire de l'humanitaire pour faire de l'humanitaire, je veux faire de... faut toujours se dire voilà, où est-ce que je suis bon et qu'est-ce que j'aime faire, parce que c'est comme ça qu'on sera les meilleurs. Et d'ailleurs, il vaut mieux laisser sa place à quelqu'un d'autre qui lui sera meilleur que vous. Donc voilà. Mais par contre, vous avez forcément des domaines dans lesquels vous vous sentirez plus à l'aise pour les transformer. Et c'est là qu'il faut aller, quoi. Ouais, ouais, complètement. Faut d'abord choisir un métier et puis après on voit comment il rentre dans la transition écologique et solidaire. Tout à fait.
Bon, eh ben écoute, dans ce cas, je vais te poser ma dernière question, qui est, pour tous les écolos au boulot qui nous écoutent, qu'ils soient déjà dans l'action ou qu'ils aient envie de le faire, si tu avais un conseil à leur donner, heu, ou hormis tous ceux que tu as déjà donnés dans cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Un truc qui te paraît, incontournable, principal? J'aurais envie de dire, soyez ambitieux et regardez les actions de votre entreprise. Dans le sens, ce que je veux juste dire par là, c'est que évidemment, c'est important de commencer de drainer de l'action avec les gobelets plastiques qui traînent, avec peut-être des menus végétariens à la cantine. Tout ça, c'est des actions importantes. Mais je trouve on rencontre vite un mur si on met pas en cohérence une forme de critique et une forme de transformation du cœur de l'entreprise et du business model de l'entreprise. Si on fait pas ça, en fait, je pense qu'on perd en crédibilité. Et donc, c'est important, voilà. Si vous êtes une boîte de conseil qui conseille à longueur de journée des gens à, à plus polluer, et que par contre vous allez changer les gobelets à la cantine, il y a un moment où vous allez perdre en crédibilité. Et je pense que c'est vachement important de faire d'attraper ce moment où vous serez capable d'aller voir votre direction pour les challenger sur le cœur de métier. Parce que c'est vraiment ça que je pense, c'est vraiment là-dedans que je pense se joue la transition écologique. Parce que malheureusement, c'est pas en enlevant tous les gobelets plastiques de France qu'on y arrivera. Et c'est vraiment en changeant l'intégralité des industries, l'intégralité des business models qu'on va réussir à faire quelque chose, quoi. Voilà. Bah, super, merci. Et en effet, moi, je suis d'accord. Souvent, on commence par des actions individuelles, on échange avec des collègues, mais souvent, en tout cas, je vois qu'on a besoin d'aller plus loin et d'aller là où il y a vraiment de Exactement. l'impact. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage. De rien. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Mathieu, c'était un exemple très inspirant qu'on n'avait pas encore eu l'occasion en plus d'entendre sur le podcast Écolo au boulot, le collectif de salariés qui agissent sur le cœur même du business de leur entreprise, et je trouve ça vraiment top. C'est, comme on disait, ce qu'il faut réussir à atteindre. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit de plus en plus de collectifs de salariés qui veulent engager leur entreprise dans la transition écologique. Pourquoi ne pas créer le vôtre ? En tout cas, dans les prochains épisodes d'Écolo au boulot, on continuera évidemment à parler de toutes les actions qu'on peut mettre, toujours au niveau individuel, avec des collègues, ou au niveau de l'entreprise, comme c'est le cas dans le collectif de Mathieu. Si vous avez des questions, des freins, des interrogations, venez les poser en commentaire du podcast, par mail ou sur les réseaux sociaux d'Écolo au boulot. Et je serais enchantée d'y répondre, ou bien de trouver des invités pour le podcast qui pourraient partager leur expertise ou expérience pour vous aider. Toutes les façons de rester en contact sont dans la description de cet épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye!